Bonjour, bienvenue dans l'œil de la 5e île, le regard, les points de vue et les questionnements des Comoriens de la 5e île sur le devenir de l'archipel. Parce qu'un citoyen informé est à même de faire le bon choix, l'œil de la 5e île fait le pari de la confrontation des idées. Le principe est simple. Je vais passer en revue l'actualité avec un invité, un homme politique ou une femme politique, présidentiable ou prétendant au gouvernorat pendant 15 minutes. Ensuite, place au face-à-face de l'invité avec un panel des Comoriens de France. Chaque intervenant va interpeller directement notre hôte sur un thème bien précis touchant aux préoccupations principales des Comoriens et loin de la politique politicienne. Ils parleront de justice, de société publique, de services publics, de la diaspora et du projet PEC. Vous aurez compris, aujourd'hui, nous recevons Fahmi Seydi Ibrahim, député d'Islam Sud, ancien ministre des Affaires des Relations extérieures et président du parti PEC. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, à Paris, Seydla Rifou, Seydla Hachim Achirafi, Idinadom et vous avez apporté votre soutien à la candidature du président Sambi aux primaires d'Ongazidj. Est-ce que, comme l'a déclaré le ministre Oumedim Seydié, vous cédez le tour des Ouangazidj? Je ne sais pas si nous cédons. Il va falloir qu'on redébatte sur le texte constitutionnel sur la base duquel nous tous nous fondons notre argument. Moi, à l'article 13, nulle part on a parlé de Ouangazidj. On n'a pas parlé in personam d'une identité insulaire, on a parlé de primaire devant tourner. Certes, c'est le tour de la Grande Comore, mais il n'a été nulle part dit que c'est le tour de Ouangazidj, donc des grands Comoriens. À moins que j'ai pu donner une interprétation erronée, mais en tout cas c'est la mienne. Je suis foncièrement comorien, je milite pour un peuple, une nation. Je voudrais juste rappeler que en 2001, lors du référendum, j'ai voté contre cette constitution. J'étais derrière à l'époque Seydi Ali Kemal. Et j'ai eu l'intime conviction que cette constitution n'allait pas dans le sens de renforcer l'unité nationale. Et aujourd'hui, curieusement, tous ceux qui, de près ou de loin, étaient liés à tous ceux qui avaient adhéré à cette charpente souhaitée, voulue par des mains étrangères, notamment lors de la conférence de Tananarive, on a vu que même des mains étrangères étaient derrière tous ceux qui ont voulu qu'en jouant accède à l'indépendance à l'époque. Le modus vivendi trouvé dans cette réunion, on a vu également que des coups d'État ont eu lieu pour toujours renforcer cet état d'esprit d'un État moribond. Plutôt, l'idée d'État confédéré a été davantage mise en exergue, et cette charpente constitutionnelle, à minima, elle a été taillée. On a vu les conséquences dans les conflits de compétences, et ce n'est pas du tout un hasard si tous ceux qui, lors de cette conférence de Tananarive, ceux qui avaient été convaincus de cette nouvelle charpente constitutionnelle, cela ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, ils se retrouvent tous ensemble, puisqu'ils étaient des auteurs par la suite de coups d'État. Je ne sais pas si je dois dire à la Grande Comore et Moélie, d'autres à Anjouan, et ces mêmes auteurs veulent aujourd'hui nous imposer une lecture politique qui correspond parfaitement à la mission qui a été la leur au moment où ils ont passé à l'acte, au moment où ils ont obéi à des injonctions certainement données par des mains étrangères. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je préfère donner une interprétation qui consolide l'unité nationale parce que j'y crois en l'unité de mon pays, parce que je pense que la nation comorienne existe, parce que je pense que nous n'avons pas une réelle alternative, et d'accepter aujourd'hui que la définition de l'article 13 se réduise par une interprétation, je sais d'ailleurs d'où tire-t-il ce fondement, semble-t-il dans l'esprit, bien entendu, j'ai lu Abdou Seuf, un papier qu'il a sorti hier sur sa page Facebook, où il disait « Il serait peut-être utile que l'on
ressortent un peu les PV des discussions. Naturellement, ce qu'il a dit, c'est peut-être juste, mais qui était dans ces négociations? Et qui, en réalité, lors de ces négociations, était animé des sentiments patriotes nationaux pour qu'aujourd'hui l'on donne l'interprétation que nous voulons nous aujourd'hui. Je préfère moi m'en tenir très sincèrement à la lettre qui parle de primaire tournante et qui d'ailleurs est corroborée par ce qu'avaient affirmé Bolero et Azali dans une publication qui a été rendue publique. Mohamed Ladji va revenir sur le sujet, donc je ne vais pas m'étaler un peu là-dessus. Un autre sujet qui a retenu l'attention ces derniers temps, c'est la liberté de la presse. La rédactrice en chef d'Al-Watan, Samina Gounou, a été suspendue par le directeur général, Somadou, pour faute grave. L'ensemble de la rédaction vient hier de la reconduire à son poste. 100% de votants. La liberté d'expression serait-elle remise en cause au sein des médias de l'État? Écoutez, très honnêtement, et le plus naturellement du monde, je dirais que c'est toujours cet esprit de l'article 13 qui continue à accomplir son œuvre, et nous avons vu qu'au même moment, ceux qui étaient au pouvoir, ce sont ceux-là même qui aujourd'hui exercent le pouvoir, et qui, naturellement, n'avaient pas une idée très démocratique du pays, en tout cas, du rôle que pouvaient jouer des journalistes. Cela ne m'étonne guère, puisque la démocratie aujourd'hui, effectivement, on ne peut qu'être inquiet quand on voit un journaliste, parce qu'il a osé émettre un avis, il a osé autoriser qu'un papier qui va dans le sens qui pouvait déplaire soit sanctionné. Venant de Somadou, très sincèrement, je crois que c'est un garçon zélé, qui est un partisan de tous les pouvoirs en place, un garçon qui change de veste selon les changements de régime, servi tous les pays, c'est un garçon servile, il a servi tous les pouvoirs du pays, à commencer par le Front démocratique en arrivant par la CRC, puis il a changé pour se retrouver Rija, puis Rija se retrouver aujourd'hui dans le parti au pouvoir, et je parie que demain, il va certainement adhérer au parti de celui qui va emporter aux élections présidentielles. Donc tout dépendra. Somadou sera un bon démocrate si le futur président est démocrate, et il le sera beaucoup moins si demain le président n'est pas démocrate comme Ikililou aujourd'hui. Est-ce que le problème n'est pas plus grave quand on apprend dans la motivation de la suspension que la ligne éditoriale du journal doit être décidée au sein du Conseil des ministres? Oui, c'est ce que je disais, c'est certainement l'esprit de l'article 13 qui en prévaut toujours. Et cela ne m'étonne guère. Si cet esprit-là vient du Conseil des ministres, oui, naturellement, il faudrait, et là je reviens sur mon ami Abdoussef, il faudrait qu'on replonge peut-être dans l'esprit du moment de la rédaction, à un moment où effectivement nous étions sous l'empire d'un pouvoir putschiste qui était en place. Voilà l'ambiance, en parlant d'esprit et en parlant de ces notes qui ont prévalu à la rédaction de la Constitution, c'est cette ambiance-là de 99-2000 que nous voulons refaire replonger le pays, et c'est pas étonnant si aujourd'hui tout se décide au Conseil des ministres. C'est cette même ambiance-là, effectivement. Donc je comprends, le temps a stoppé, on a fait un recul en 99-2000, nous sommes en plein année 2000, et voilà l'esprit, l'ambiance qui prévaut. Donc cela ne m'étonne pas du tout, mais je trouve ça quelque peu inquiétant. En installant le nouveau commandant de la gendarmerie nationale, le chargé de la défense, Mme Madi Bolero, exhorte Mohamed Yahya d'imposer la loi et d'examiner certains dossiers en souffrance. Craignez-vous une instrumentalisation de la justice où vous dites « Amen, enfin, l'État va exercer pleinement une mission régalienne ». Non, je dis que M. Bolero n'a pas compris le rôle qui est le sien. Je pense qu'il s'est substitué au ministre de la Justice, c'est ce qui est inquiétant. Il n'appartient pas à un ministre de la Défense de s'immiscer dans l'institution judiciaire. Au cas où il n'aurait pas compris, la gendarmerie a une mission d'OPJ. C'est des auxiliaires de justice, à la disposition de la justice, des magistrats. Et il appartient seulement aux magistrats et au parquet de diligenter toute procédure judiciaire. Ainsi, il serait, en mon avis, plus judicieux s'il avait laissé au ministre de la Justice soutenir ce qu'il a dit. Mais là, c'est extrêmement inquiétant. Je pense que Bolero
à mélanger le rôle, à moins qu'il se définisse aujourd'hui comme Premier ministre, auquel cas, effectivement, si M. Bolero est le premier des ministres, il pouvait être l'auteur de ces propos. En tout cas, ces propos pouvaient être justifiés. Dans le cas d'espèce, très honnêtement, je pense que Bolero a complètement méprisé son collègue ministre de la Justice. Et en tout cas, en tenant ces propos, je pense qu'il a porté une atteinte grave à l'indépendance de la justice. En parlant d'ouvrir, d'examiner certains dossiers, pas tous les dossiers en souffrance, mais certains, il y a certains qui commencent à avoir un petit peu peur pour une vengeance politique, le pouvoir qui voudrait incarcérer certaines personnes. Je pense que c'est par maladresse qu'il a dit ça. Déjà, il ne lui appartenait pas à lui de le dire. Mais c'est vrai qu'il y a lieu de s'inquiéter. Quand le ministre de la Défense d'un pays ose tenir des propos pareils, il y a lieu effectivement de s'inquiéter. Jusqu'où est-il capable, avec le pouvoir, d'y aller? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas, moi, faire un procès d'intention. Je me contente de ce qu'il a dit, lui. En revanche, si ces propos avaient été tenus par le ministre de la Justice, je me serais dit que peut-être là, on peut dénoter une volonté de rendre plus efficace la justice comorienne en donnant les moyens, en donnant la possibilité à la gendarmerie de faire son travail d'auxiliaire de la justice. Mais ces propos tenus par le ministre de la Défense, effectivement, il y a lieu de s'inquiéter quant aux intentions profondes et réelles du gouvernement et par l'auteur de ces propos. Sinon, je ne veux pas faire de procès d'intention. Mai 2011, mai 2014, le gouverneur Migni Baraka Setswali vient de fêter 4 ans à la tête de Ngazija. Quel bilan faites-vous de son mandat? Écoutez, je ne sais pas s'il y a un bilan à faire, rien n'a été fait. Je ne sais pas très sincèrement ce qui a été fait par le gouvernement de Ngazija. Je pourrais volontiers tenter de parler un peu de ce qui a été fait en juin par Anis, mais notre frère Mouni, sincèrement, je ne sais pas ce qu'il a pu faire. Si, peut-être, il s'est entendu avec Ikilibu pendant 4 ans. C'est ça, son actif. On va faire place aux entretiens individuels. Place à Mohamed Hadji pour parler de la justice. Vous avez 10 minutes pour interpeller le député Fahmy. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Fahmy. Bonjour. Kamara Degabou vient de faire un plateau olympique, ce qui n'est pas évident de respecter le 10 minutes, mais je tiens à commencer sur le principe de la tournante. Vous avez multiplié des interventions au cours de ces jours en France, Radio MC13, Dunia Web. Vous défendez que dans notre Constitution, rien n'est déterminé sur la question de nationalité de l'île pour participer sur les primaires. C'est que nous devons accepter que rien dans notre Constitution n'est marqué. Par contre, à partir de la mise en œuvre de cette Constitution, nous avons constaté que le déroulement des primaires, ce sont les citoyens comoriens d'origine de l'île qui participent à ces primaires. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons déduire un usage, une répétition de cette tournante qui peut nous amener à dire que ce sont les citoyens d'origine de l'île bénéficiaire de la tournante qui devaient participer. Maintenant, je voulais vous poser une question en tant que praticien. Si l'île de Ngazija avait un intérêt d'agir sur cette question, il vient demander à Maître Fahmy, le consulter et constituer une requête. Comme quoi, depuis cette mise en œuvre de tournante,
nous avons l'usage, nous avons la répétition. Et nous croyons que c'est à nous qui nous appartenait cette tournante. Que devez-vous conseiller l'île de Ngazidja? Est-ce qu'ils ont la chance de gagner s'ils constituent une requête? Il m'arrive très souvent dans l'exercice de ma fonction d'être, je le suis très souvent, sinon tout le temps, en tant que professionnel du droit, en tant qu'avocat, de dire une certaine vérité à mes clients. J'aurais dit tout simplement à ceux qui seraient venus me consulter qu'abandonner tout simplement cette requête. Elle ne peut pas prospérer. Pour la simple raison que pour moi, la tournante, ce n'est pas une affaire de blanc comorien, c'est une affaire de comorien. Je suis viscéralement attaché à l'idée de la nation comorienne. Tout ce que l'on pourrait faire et qui atténuerait cette notion de nation, je m'y opposerai. J'étais en 2001, je l'ai dit tout à l'heure, quand je répondais à Ijad, que j'étais parmi ceux, derrière Kemal, qui avons fait campagne contre cette constitution. Parce que nous avions à l'époque l'intime conviction que notre pays allait être balkanisé. L'histoire nous donne raison. Je pense très sincèrement qu'il serait extrêmement grave de refuser aujourd'hui que Hakim Ali Saïd soit candidat dans les primaires de la Grande Comore, prétextant qu'il est à Mayotte. Je pense que Hakim Ali Saïd a parfaitement le droit d'être candidat. Même si effectivement les primaires ont lieu à la Grande Comore, qu'on laisse à Hakim Ali Saïd, parmi tant d'autres, d'être candidat. Ce n'est pas parce que dans les primaires passées, il n'y a pas eu de candidat que cela soit interdit. Vous parlez d'usage, c'est une interprétation. Il n'y a pas eu de contestation contre Kemal en 2006 avait manifesté le souhait, au-delà de la velléité, mais la volonté, le souhait d'être candidat dans les primaires à 11 juin, alors qu'il est grand comorien. Et ça n'a pas soulevé, outre mesure, un débat dans le pays. Ça n'a pas fait couler beaucoup d'encre. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi allons-nous ou voulons-nous empêcher que Hakim Ali Saïd ou Sambi soit candidat. Je ne partage pas du tout cette point de vue. Alors maintenant, pour terminer la question, je dirais gentiment à mes clients qu'abandonner cette requête, elle ne peut pas prospérer. Bon, supposons que votre client a abandonné la requête. Ils ont consulté notre avocat sur ces mêmes requêtes. Est-ce que le Conseil constitutionnel, ils ont une obligation de droit d'interpréter notre Constitution à la lettre sans l'esprit? Écoutez, pour le moment, la Cour constitutionnelle n'interprète rien du tout. J'ai introduit une requête, moi et Dessart, depuis 3 mois. La Cour n'a toujours pas, pardonnez-moi, depuis 1 mois et demi, la Cour n'a toujours pas statué. Donc cette Cour, je suis un peu gêné, je suis extrêmement respectueux des institutions judiciaires, je n'ai jamais voulu porter de jugement sur les magistrats, mais là, je suis un peu gêné, très honnêtement. Gêné parce que j'ai vu que Anis a introduit une requête et en moins de 24 heures, il y a eu une décision qui a été rendue, alors que c'est le même contentieux électoral qui a donné la compétence à la Cour de statuer, qui a annulé l'élection des 3 conseillers d'Anjouan. Ils ont répondu dans une célérité exemplaire, et voilà qu'aujourd'hui que cela nous concerne, nous, opposition, jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas statué, alors que nous sommes dans le domaine justement du contentieux électoral. Donc, voyez-vous, la célérité parfois de cette institution fait penser que tout dépend du contexte politique. Je termine une question sur ce thème. Supposons que le Conseil constitutionnel... Pardonnez-moi, je crois que je n'ai pas tout à fait répondu à la question involontairement parce que j'étais parti. Oui, bon, la Cour, elle peut répondre, mais maintenant une Cour doit motiver
sa décision, expliquer la raison pour laquelle elle abonde dans un sens ou un autre. Mais maintenant, vous parlez de l'esprit, moi je m'en tiens à la lettre. Et c'est facile de disserter sur l'esprit. La lettre, en revanche, elle est limpide. On parle de tournante. D'ailleurs, dans cet article, ce qui est intéressant, c'est que là où le constituant a voulu limiter, a voulu interdire, il a clairement dit, en aucun cas, les primaires peuvent être organisées 2 fois successives dans la même île. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. C'est que les primaires peuvent être, le mandat peut être renouvelable, peut être renouvelé, et que les primaires tournent dans les îles. Et le législateur n'a jamais parlé de l'origine du candidat. Il n'a pas interdit. Par contre, il a interdit effectivement ce qu'il voulait. Et ce que voulait le constituant, c'est de dire on ne peut pas organiser 2 fois successives les primaires dans la même île. C'est ce qu'il a voulu interdire. Donc aujourd'hui, nous voulons prêter au constituant des intentions qu'il ne les a pas manifestées. On veut dire au constituant qu'il a voulu dire telle chose, alors qu'au fond, ce qu'il a voulu interdire, il a interdit. Et s'il avait voulu que le candidat soit originaire de telle île, je pense que le constituant l'aurait fait, mais je suis certain que le peuple comorien aurait refusé cette constitution. Parce que je pense que les Comoriens, dans sa grande majorité, est attaché à l'idée que notre pays est une nation, est un pays. Et qu'il faut préserver. Nous autres ne croyons pas en l'avenir d'un État confédéré. Regardez les blogs pro-Mohamed Bakar et les blogs attachés à cet élan de sécession, de la division des Comores. Tous ont la même vision politique, c'est de nous dire aujourd'hui que l'esprit, on ne parle que d'esprit, et l'esprit sans parler de l'être. J'aimerais un petit peu avancer, mais je n'ai pas sur notre question. Si le temps nous permet, je peux retourner. Mais parlons de notre justice. La justice comorienne, pour les citoyens profanes, qui regardent pour les râleurs, contestataires, pour d'autres, ils disent que la justice, l'impunité est la règle. La justice est l'exception. Ils se motivent ainsi. Ils constatent que, sauf erreur de leur part, les magistrats sont noyés dans la corruption. Si on parle du parquet, on parle d'une procédure sélective, si vous voulez, dans les questions sensibles, on ne voit pas une ouverture du parquet si on parle de corruption ou de détournement pour engager l'action publique. Enfin, si on parle du citoyen comorien, on constate que pas mal de citoyens comoriens participent à cette impunité. Maître Fami, partagez-vous ce portrait lamentable? Notre justice a besoin d'être révisée. Est-ce que c'est un problème de magistrat, une manque de volonté, ou il y a d'autres obstructions? Écoutez, c'est une question effectivement pertinente, mais d'une gravité extrême. J'ai toujours dit qu'effectivement, la justice est la colonne vertébrale d'un pays. On ne peut pas redresser un pays pour qu'il se mette debout si on ne redresse pas l'institution judiciaire. Mais le problème est beaucoup plus complexe. Il est à la fois matériel, humain et culturel. La promiscuité, effectivement, du peuple et des magistrats pose un sérieux problème. Je prends souvent l'anecdote de mon jeune frère Mourad, qui était magistrat, et qui a incarcéré un grand bandit quand il était juge d'instruction. Ce voyou placé en détention provisoire, la chambre d'accusation a invalidé donc la détention, a infirmé l'ordonnance du juge et a ordonné sa mise en liberté. 6 jours après, ce voyou n'a pas hésité à arrêter sa voiture pour tenter de prendre mon frère Mourad Said Ibrahim en stop qui marchait à pied sur mon rôle. Donc voyez-vous, il y a au-delà, mais il y a une insolence dont je voudrais effectivement appuyer vos affirmations. Ceci étant, c'est vrai, il y a un problème de magistrat,
Mais il ne faut pas non plus jeter l'opprobre à tous les magistrats. Il y a des bons magistrats, il y a des magistrats honnêtes, ils sont nombreux. Il y a quelques véreux, c'est vrai, il faut le dire, comme dans tous les corps. Mais ne parlons pas d'une justice corrompue. Cela laisserait entendre que tous les magistrats le sont. Non, je pense qu'il y a des magistrats, sincèrement, qui tentent, tant bien que mal, à faire proprement leur travail. Mais il est vrai également qu'il se pose un sérieux problème de l'institution. Manque de moyens. Quand vous imaginez que des jugements sont en souffrance depuis des années, quand une justice ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'électricité, quand on pense que toute une série de problèmes matériels qui se posent dans l'institution, on doit relativiser. Mais il est vrai que c'est un corps, un grand corps, atteint d'une très grave maladie qu'il faut savoir apporter des réponses. Je pense que vous avez entièrement raison. Maintenant, la réponse doit être mûrement réfléchie, ensemble, et il faudrait peut-être y songer un jour à faire des assises sur la justice comorienne. Merci, Maître Fahmi. Le temps ne nous permet pas d'engager. Malheureusement. Au plaisir à vous. On est. Moi, j'aimerais revenir sur 2 points pour finir. Est-ce qu'il y a un délai à la Cour pour répondre aux requêtes que vous avez introduites? Oui, alors, dans les recours en inconstitutionnalité d'une loi, effectivement, il y a, me semble-t-il, 90 jours à peu près, si ma mémoire est bonne. En revanche, quand il s'agit d'un contentieux électoral, c'est dans les plus brefs délais. Cela veut dire que quand elle est saisie sur un litige électoral, il doit immédiatement, et ils le savent très bien, puisqu'ils l'ont fait, le dernier cas en date, c'est le gouverneur Donjon, quand il a saisi pour invalider les conseillers de Djoua. Mais Djoua est dans l'opposition, effectivement. Donc on peut penser que, puisque c'est moi et De Sarr qui avons introduit cette requête, ça peut attendre ad vieternam. Deuxième question, mais brièvement, quelle réforme pour la justice? Parce que vous avez fait le même constat que Mohamed Hadji, mais vous n'avez pas apporté de réponse concrète. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la justice pour qu'enfin ce sentiment d'impunité soit de l'histoire ancienne? Il faut une volonté politique forte, et il faut que les gouvernants montrent l'exemple dans l'impartialité lors de l'exercice du pouvoir. Je pense que c'est l'impulsion de l'exécutif qui donnera à la justice, à notre institution, les moyens réels, sans passion, sans parti pris. Il ne faudrait pas non plus que la justice soit instrumentalisée, mais qu'elle puisse agir en toute liberté pour l'intérêt du droit et pour recadrer un peu les dérives de notre société. Mais je suis convaincu qu'il appartient au pouvoir politique de donner cette liberté et de donner les moyens. Bon, attention, nos textes sont parfaits. Dans les affaires, la procédure pénale, il y a quelques améliorations à faire, mais nos textes en soi sont très bons. Après la justice, un autre corps malade autour des sociétés publiques. Il y a beaucoup à dire. C'est Toïb Ahmed qui va vous interpeller sur le sujet. Toïb Ahmed, bonjour. Alors, ces sociétés publiques, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, toutes les sociétés publiques sont en difficulté, comme nous le savons, mais je voudrais parler de ceux qui sont vraiment en difficulté. Notamment, nous n'aurons pas le temps de parler de toutes les sociétés, donc nous parlerons de Comores Telecom, de Mamoué et éventuellement de Comores Hydrocarbures. Des travaux techniques ont causé la perte de crédit chez certains clients. C'est le message qui a été envoyé à tous les usagers de Comores Telecom il y a quelques jours. Après cela, il s'est passé 4 jours pendant que les usagers de Comores Telecom voyaient leur crédit disparaître comme ça, comme par magie. C'est la énième bourde de Comores Telecom, comme vous le savez, et à cela s'ajoute le blocage volontaire de Comores Telecom des voies IP. À cela s'ajoute un réseau constamment médiocre, comme nous le vivons tous les jours, ceux qui sont en Comores. N'est-ce pas vraiment venu le temps, notre famille, de privatiser Comores Telecom, comme le préconise la Banque mondiale et le FMI? Vous savez, la médiocrité, comme vous le dites, de Comores Telecom est à l'image de son patron. C'est un homme médiocre dans tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et je pense très sincèrement qui ne connaît pas bien Mri depuis qu'il est à Comores Telecom, c'est à son image. Je ne suis pas un adepte de la privatisation, très honnêtement. Je pense que
Là où la Banque mondiale, les FMI ont forcé la main pour la présentation, ça n'a pas forcément donné des bons résultats dans le tiers-monde ou chez nos voisins africains. Très honnêtement, je pense qu'il faut apporter de vraies solutions. C'est vrai. Je pense qu'une des pistes à faire serait de libéraliser partiellement, ouvrir le marché de la télécommunication. Il faudrait lancer un appel d'offres non truqué, hein, comme Moroni Terminal, parce que Kililou Mamadou sont devenus les spécialistes des marchés truqués. Il faudrait qu'il y ait un vrai appel d'offres et ouvrir à un second opérateur privé, ce qui obligerait, in fine, à Comores Telecom et à Biamri à accepter qu'on ne peut pas gérer une entreprise publique aujourd'hui en 2015 comme il a été géré il y a 30 ans. Même ceux qui ont géré Comores Telecom il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, ils ont été 1000 fois plus efficaces que lui aujourd'hui. Mais les experts sont d'accord pour dire que s'il y a un second opérateur, pour concurrencer Comores Telecom va disparaître complètement. Je ne suis pas certain. Je pense qu'il faudrait aussi, naturellement, favoriser l'implantation d'un second opérateur, mais aussi choisir les bonnes personnes et les mettre là où il faut. Je pense sincèrement qu'il y a des Comoriens capables de redresser Comores Telecom aujourd'hui. C'est une société prestataire de services où il est en situation monopolistique. Il est le seul. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, très sincèrement, que ces sociétés qui génèrent 30 milliards de chiffre d'affaires par an, l'équivalent de 50% du budget du pays, en chiffre d'affaires j'entends, et que nous soyons dans cette situation. C'est honteux, tout simplement honteux. Et que le pouvoir politique reste dans cette passivité totale, je trouve ça inadmissible. Mais ce qui est encore plus grave, très sincèrement, c'est cette volonté de vouloir empêcher que les Comoriens accèdent à la nouvelle technologie. Voilà des milliards investis pour amener l'Internet au débit aux Comores, et on est en train aujourd'hui de limiter l'accès alors que c'est un instrument de développement extraordinaire. Il y a des pays où l'accès, la connexion au réseau a boosté leur PIB, a boosté les secteurs capables de créer de richesse dans certains pays, et aujourd'hui nous faisons l'inverse. Nous avons amené le haut débit, on est en train de l'empêcher, de le bloquer pour qu'aujourd'hui il ne produise pas. Si ce que vous préconisez finalement un second opérateur entre en vigueur, cela devient concret, ce qui va se passer c'est que nous avons actuellement plus de 75% des employés de Comores Telecom sont dans le commercial, ce ne sont pas des techniciens. Et nous savons que ce sont des recrutements qui sont politiques, purement politiques. Si un second opérateur devrait venir, il faudrait licencier 70% des agents de Comores Telecom. Est-ce que vous serez prêt à prendre cette décision de licencier? Vous savez, il faut transposer la situation de Comores Telecom à la situation de l'État. Aujourd'hui, la masse salariale est à 2,4 milliards aujourd'hui. On a augmenté de la masse salariale de 30% depuis que Mamadou est ministre des Finances et vice-président. Il faut avoir aujourd'hui la possibilité, dans ce Comores Telecom, je suis de ceux qui pensent qu'il faut naturellement redresser avant d'ouvrir l'installation, un second... Redresser, c'est-à-dire licencier des agents? Oui, bien entendu. Je pense que, vous savez, moi je pense que c'est une question culturelle. Il faut que nous menions une politique de rupture de la culture. Cela veut dire quoi? Il faut que l'on refuse aujourd'hui de mener une politique qui ne crée pas de richesse dans une société ou dans l'État, l'administration. Il faut que l'on soit capable aujourd'hui de dire la vérité aux Comoriens et de dire qu'aujourd'hui il y a des choix qu'il faut imposer, il y a des ratios qu'il faut observer et il y a une rentabilité qu'il faut atteindre et des objectifs bien tracés. L'État est géré pareillement que Comores Telecom, c'est des recrutements de complaisance. Regardez ce qu'ils font depuis 4 ans, même avant actuellement, depuis 20 ans. L'administration comorienne est devenue la vache à lait de tous ceux qui veulent rentrer et travailler. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire que nous ne pourrons pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Il faut que nous disions aux Comoriens un discours de vérité. Il faut qu'on dise enfin aux jeunes que l'avenir de notre pays n'est pas dans l'administration. Et il faut aller vers la restructuration de l'administration comorienne. On ne pourra jamais développer notre pays sans tenir ce discours, sans dire qu'on ne peut pas accepter que l'on dépense plus de 50% de notre budget à payer des fonctionnaires. Avons-nous le courage de le dire? Oui ou non? Je dis oui, moi j'ai ce courage, je dis la vérité. C'est pas politiquement correct à la veille de scrutins aussi importants, mais si nous tous voulons de l'électricité, nous voulons une santé publique parfaite et une éducation, on doit enfin dire aux gens où nous prenons
notre courage à demain et nous apportons ces solutions structurelles, ou alors on continue dans cette complaisance et on continue à recruter, on tue les Comores. Moi, je propose ce discours de vérité. Pour revenir à l'électricité dont vous avez parlé, vous étiez ministre des Affaires étrangères quand des négociations ont été entamées, des pourparlers avec l'Inde sur le fil lourd, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. C'est moi qui les ai signés d'ailleurs. Voilà, exactement. Et l'appel d'offres a été lancé pour qu'il y ait une société indienne qui vienne installer une centrale au fil lourd. Mais ce qui s'est passé actuellement, c'est que l'appel d'offres a été stoppé net. A été stoppé net parce que le FMI et la Banque mondiale n'en veulent pas du tout du prêt de l'Exim Bank Inde. Moi, ce que je voudrais savoir, ce n'est pas, en fait, je sais exactement que vous allez dire que vous êtes contre, mais ce que je voudrais savoir, votre proposition, la proposition du PEC, ou sinon de votre alliance, pour qu'on ait de l'électricité dans les 2-5 ans. Je vais d'abord vous livrer mon regret, mon grand regret. Quel est-il? D'abord, avant de dire où est ma proposition. Mon grand regret, c'est que pour la première fois que les Comores avaient de moyens financiers aussi importants que ces fonds provenant de cette loi de citoyenneté, qui a engrangé à peu près 70 milliards de francs, cet argent qui était dilapidé en 4 ans. Si Ikililou avait eu l'intelligence, ou si ses conseillers l'avaient conseillé de résoudre ne serait-ce que le problème énergétique en s'autofinançant à partir de ces fonds disponibles, on aurait résolu un grand problème. Monsieur le ministre, oui, mais Sambi a cherché l'argent, mais il ne savait pas quoi faire. En fait, vous étiez là, c'était une importante manne financière, mais il n'y avait pas de plan où on ne savait pas ce qu'on allait faire. En fait. C'était un plan qui était un peu dans les esprits. C'est pas qu'on ne savait pas quoi faire. Moi, je me souviens au Conseil de ministres, Sambi qui disait cet argent, on ne doit pas l'utiliser parce que nous quittons le pouvoir. Il appartient à Ikililou de le gérer. C'est ce qu'il a dit au Conseil de ministres. Maintenant, n'était-ce pas le moment de fixer des objectifs comme quoi, bon, nous avons 70 milliards, nous allons investir... Il y a eu un objectif, 70 millions devait être, 70% de ce montant devait servir à des investissements producteurs. Notamment, on avait à un moment, moi j'avais proposé, et je le repropose, enfin je propose, mais je viendrai sur la proposition, on aurait pu effectivement résoudre au moins la question de l'énergie. On ne l'a pas fait. On a donné de l'argent à Gemalto 2 milliards, on a donné 18 milliards à Colas, à des amis, sans appel d'offres, on a distribué à des entreprises qui, au fond, ne défendaient que des intérêts particuliers. Si Ikililou, je me souviens le montant que j'avais signé le protocole qui était de l'ordre d'à peu près de 40 milliards. À l'époque, le dollar était sous-évalué par rapport à l'euro. Nous avons perdu en moyenne 20%. Parce que le coût du prêt aujourd'hui du dollar a augmenté depuis un an de 20 millions, de 20%. Il était à peu près 40 millions d'euros, ce qui représente à peu près 30 millions de 40 millions de dollars, ce qui représente à peu près 30 millions en gros d'euros. Ces 30 millions d'euros, c'est 15 milliards. Ces 15 milliards, on aurait pu s'autofinancer sans faire recours. Mais on l'a pas fait, là, actuellement. Malheureusement. Alors, de toute façon, il faut bien que l'on trouve cet argent. Cet argent ne viendra pas du ciel. Et la Banque mondiale, apparemment, estime que le taux est trop élevé. Et il semblerait que Exim va encore faire un geste pour baisser le taux d'emprunt qui facilitera cet emprunt. Vous savez, le vrai problème de développement des Comores, le problème énergétique, le problème de la santé publique, est lié à l'incapacité des Comores à générer de richesse, à créer de richesse. Voilà le nœud du vrai problème. Pour que l'on ait les moyens pour redresser le pays, il faut d'abord restructurer l'État et mener une politique volontariste pour aller vers une économie capable de créer de richesse. Or, aujourd'hui, nous ne créons rien. Je le disais la fois dernière, notre PIB, aujourd'hui, nous avons l'industrie manufacturière aujourd'hui au Comores représente 3% de notre PIB, sinon moins. C'était même surévalué. Ça veut dire que nous n'avons rien, nous ne transformons rien, nous ne produisons rien. Et il faut aller vers une politique qui tend à la création de richesse. Des services publics en déliquescence, El Marouf, infrastructure, équipement, éducation, c'est de tout ça que Farouk Djamili va aborder. Farouk Djamili, bonjour. Vous allez nous parler des services publics.
Bonjour, votre famille. Bonjour. Jalou. Donc moi, je vais attaquer directement sur l'hôpital El Marouf. Donc l'hôpital El Marouf, aujourd'hui, tout le monde connaît un peu l'hôpital El Marouf. Il y a ni eau ni électricité, des bébés qui meurent en couveuse, des mamans en couche. Aujourd'hui, nous savons tous le nombre d'opérations chirurgicales qui ont été interrompues par manque d'électricité. Des fois, on ferme pour ouvrir le lendemain en espérant que le lendemain, il y ait l'électricité ou pas. Aujourd'hui, à l'hôpital, quasiment aucune maladie ni blessure n'est soignée. Le moindre palu ou appendicite nécessite une évacuation vers Mayotte ou autre, pour ceux qui ont les moyens. Quel est le problème de Marouf aujourd'hui? Le problème n'est pas d'El Marouf au fond, c'est vrai, on voit qu'aujourd'hui El Marouf ne va, mais le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est ce que je disais tout à l'heure à votre prédécesseur, le journaliste prédécesseur. C'est un problème d'un État incapable depuis 40 ans à créer les conditions pour qu'il émerge une économie capable de créer de richesse. Seule la création de richesse donnera les moyens à l'État de faire face à ses prérogatives régaliennes et ses obligations envers les citoyens. C'est ça le vrai problème. Oui, mais là, El Marouf, c'est quoi? Regardez, aujourd'hui, l'État qui dépense 90% de son budget à payer les fonctionnaires. Il reste 10%. Ces 10%, on doit financer le fonctionnement de l'État. Voilà le problème. Mais un budget de combien? 60 millions. Savez-vous qu'en Australie, le chiffre d'affaires de l'Australie, c'est 250 millions d'euros. Oui, sauf qu'aujourd'hui, El Marouf, vous parlez de l'État qui dépense son argent pour payer les fonctionnaires, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Pire que ça. Il ne paye pas toujours les fonctionnaires. Mais pire que ça, c'est que l'État ne produit pas de richesse pour avoir... En fait, il faut que l'Europe, il faut qu'on explique que pour que l'État soit riche, il faut que les Comoriens s'enrichissent. Je suis d'accord avec il faut créer les conditions d'enrichissement des Comoriens pour que l'État puisse s'enrichir. Il faut que l'on rompe un peu notre culture de penser que l'État peut être fort et subvenir à tous les besoins du monde. Je suis d'accord avec vous, sauf qu'aujourd'hui, à El Marouf, les gens ne sont pas payés. Oui, mais pourquoi ne sont-ils pas payés? Parce que justement les politiques ont recruté et ils ont augmenté la masse salariale. On revient toujours au problème de l'incapacité de l'État à financer. Aujourd'hui, quel est le budget annuel de l'État? 60 millions d'euros, à peu près 32 milliards de francs comoriens. 32 milliards de francs comoriens. C'est rien du tout. Oui, et la masse salariale? Ça représente 90% aujourd'hui. Ok, donc ça veut dire qu'elle a les moyens de payer les gens. Oui et non. Pourquoi? C'est des prévisions. Très souvent, ils accumulent. Là, justement, depuis 1 an, 5 mois, il y a des Ariens qui ont raison que les recettes ont baissé parce qu'on importe moins, parce que la demande. C'est un cercle vicieux. C'est que quand les gens sont appauvris, ils ne consomment pas. Quand on ne consomme pas, on commande moins. Quand on commande moins, on paye moins la douane. Et quand on paye moins la douane, l'État n'a pas les moyens. D'accord. D'où vient les 60 millions d'euros que l'État utilise? C'est une prévision. Il n'est pas certain que cette prévision sera atteinte cette année. D'accord. Moi, les chiffres que j'ai pu avoir, moi, le budget annuel de l'État serait de 43 milliards, de francs comoriens bien sûr, et 30 milliards, ça irait juste à la masse salariale. Non, c'est pas exact. C'est à peu près 32 milliards. 32 milliards. Que je me trompe. Ok, bon, 32 milliards. Donc ça veut dire que quand même qu'il y a de l'argent qui est censé rentrer, parce que l'État a la douane tout seul, il a la commande télécom tout seul, il a les hydrocarbures tout seul. Je console une chose, nous n'avons pas de priorité. Il est vrai que l'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que l'État comorien dépense beaucoup plus en essence pour l'administration que le budget alloué à El Marouf. Donc là, ça dénote justement une absence de volonté politique. D'accord. Donc l'argent est là, c'est juste qu'il n'est pas attribué là où... Ce qui est certain, le peu qu'il y a, on aurait pu le rationaliser, je suis d'accord avec vous. Ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faut faire, alors, ce qu'il faut faire, voilà une grande question. Il faut oser prendre des solutions qui fâcheront. Ce qui m'embête, moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, ceux-là même qui crient, qui constatent que rien ne va, ont donné des élus du gouvernement, ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Alors, d'abord, il y a un problème qui se pose. Comment des gens qui ont échoué, alors qu'il y a tous ces problèmes que vous soulevez ici à juste titre, comment le peuple comorien a pu donner une majorité à ces gens au lieu de sanctionner cet échec-là? Voilà les premières questions. La solution. Je prends le risque. Moi, j'ai une réponse à cette question. Alors, moi, je prends le risque d'apporter une réponse. Oui. Ça ne sera pas politiquement correct. Il faut dégraisser. Il faut dégraisser la fonction publique. Il faut maîtriser les dépenses publiques. Il faut ramener à des ratios acceptables. Ne pas dépenser 50% du budget pour que l'on augmente une marge d'investissement sur des secteurs non seulement rentables, mais des secteurs vitaux, comme notamment l'éducation et la santé publique. Je suis d'accord avec vous. Bah, pour la question que vous avez posée tout à l'heure, comment ça se fait que, pourquoi le peuple comorien remet ces gens-là au pouvoir? Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe, c'est la corruption.
Oui, notamment les recrutements, la corruption. Mais d'un côté, peut-on reprocher au peuple comorien de faire cela? Parce que quand une personne qui a des enfants, une femme, des loyers, etc. à payer, n'est pas payée pendant 5 mois ou 6 mois, voire plus que ça, quand un politique vient lui dire, voilà, je te promets un... Si je comprends bien, la corruption, chacun participe à son niveau. Exactement. Et nous tous, on s'en apprend. Je parle de dire que c'est bien. Je parle de dire que c'est bien. Je suis d'accord. C'est trop facile de dire que, ah oui, mais c'est le peuple qui a fait ça. Oui, mais le peuple, il... Non, c'est pas facile, je constate. Oui. Je dis, apportons une vraie solution. Et la vraie solution, il faut du courage politique. Et voilà, nous proposons. Voilà ce que je dis, et maintenant si le peuple comorien refuse, le peuple comorien est souverain, il a parfaitement le droit de décider de continuer dans ses souffrances. D'accord, donc le courage politique c'est quoi? Le courage politique, c'est de dire que la démarche qui a été faite jusqu'à présent n'est pas la bonne. Laquelle? C'est de penser qu'on ne peut rien faire dans sa vie si on n'est pas fonctionnaire. C'est de penser que si on n'a pas des coachs, comme on dit chez nous, des notables, on ne peut pas avoir un emploi. C'est de penser que l'on ne peut pas s'installer à son compte. C'est de biaiser toujours. Moi je leur dis toujours, mais écoutez, faites ce que vous voulez, mais dans les urnes, battez campagne pour qu'il y ait une alternative, qu'il y ait une alternance sérieuse. Voilà ce qu'il faut faire. Faisons comme rien la vérité. Ou nous continuons comme ça, et on va droit au mur. On est déjà dans le mur, hein, mais on va défoncer le mur, on ira de l'autre côté. Et c'est pas fini, et on fait du harakiri. Mais je dis aussi, écoute, nous restons de potentialités extraordinaires. Et il faut ce déclic, il faut que les Comoriens acceptent que l'on peut apporter la renaissance des Comores. Et moi, je propose cela justement. Et le Comorien qui veut se mettre en son compte, comme vous dites, mais qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas de qui n'a pas de main-d'œuvre qualifiée, il suffit qu'il se blesse en jouant au foot, ne peut pas être soigné. Comment voulez-vous que ce Comorien-là croit en l'État et croit à ce que vous dites? Je suis entièrement d'accord. Raison pour laquelle il faut trouver peut-être le moins mauvais. Je ne dis pas que il y a la classe politique, c'est les meilleurs. En tout cas, je ne dis pas que je suis parmi les meilleurs, mais il y a des moins mauvais dans le pays. C'est dommage, hein, quand même, pour un pays, quand on arrive à niveler vers les moins mauvais, non pas le meilleur, mais c'est une réalité qui est là, acceptons. Ok, mais pourquoi on se permettrait pas de rêver que le peuple accepte de choisir les moins mauvais? Parce que, en réalité, rien ne se fera sans une politique volontariste, affirmée et engagée. Et malheureusement, ce n'est pas des étrangers qui viendront changer notre situation. C'est nous les politiques. Moi, je suis là-bas, tant bien que mal, je me positionne, je fais la politique. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je dis aussi que je ne suis pas non plus un des plus mauvais. Et j'ai envoyé 4 députés candidats, j'ai dépensé de l'argent, je me suis appauvri pour financer 9 conseillers. Je n'ai eu aucun, il n'y a que moi qui suis élu. Il y a un problème qui se pose dans le pays. Oui, parce que mais justement, alors, le peuple, vous dites qu'il faut qu'il se réveille, qu'il faut, mais on ne donne pas à ce peuple les moyens de le faire. Vous savez, on ne donne pas. Mais attends, non, mais ça reste anecdotique, mais c'est la base d'avoir, ne serait-ce que la lumière, d'avoir que ça reste que l'éducation des enfants, d'avoir que ça reste que des routes, etc. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a son champ, qui veut cultiver, qui veut se lancer, qui est entrepreneur, puisse être prospéré s'il n'a pas de route pour acheminer sa marchandise, s'il n'a pas de frigo pour stocker sa marchandise, s'il n'a pas de moyens de communication ou de télécommunication? Comment voulez-vous qu'il fasse? Comment voulez-vous que la personne qui travaille, qui n'est pas payée pendant je ne sais combien de mois... Tout à l'heure, vous avez parlé de la justice. D'accord? Je ne connais pas l'état de la justice proprement dit au Comores, mais c'est l'exemple que je peux prendre. Comment voulez-vous qu'un juge, par exemple, c'est l'exemple de cette personne, qui n'ait pas été payé pendant 10 mois, par exemple, c'est l'exemple que je prends, qui a une famille et des enfants à nourrir, ne cède pas à l'enveloppe que je lui glisse sous la table, d'accord? Pour libérer mon frère ou mon cousin qui a été incarcéré. Est-ce que là, la faute, elle est du juge, de celui qui a l'enveloppe, ou de l'État, ou des politiques dans son ensemble? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'en envoie la balle. Les politiques disent, c'est le peuple dit, parce que le peuple aujourd'hui, finalement, il a l'image de ses politiques. Aujourd'hui, quand vous qui êtes politique, quand vous allez, peut-être pas vous personnellement, mais quand vous allez dans les villages, dans les villes pour faire campagne, aujourd'hui, le peuple il dit, donnez-moi l'enveloppe, sinon je ne vote pas. Donc quand vous dites, il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'il rêve, il faut qu'il. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on donne réellement les moyens? Parce que il y a plein de sujets sur lesquels le peuple, l'information c'est opaque, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. On nous dit les députés se sont battus, ils ont voté, il s'est passé quoi? Ou finalement on ne sait rien. On ne sait rien sur ce qui se passe sur la pêche, on ne sait rien sur ce qui se passe sur le pétrole, on ne sait rien de ce qui se passe. Là, moi j'ai pu avoir quelques chiffres pour parler avec vous aujourd'hui, donc vous savez très bien que 99% de la population n'a pas accès à ces chiffres. Mais ça, c'est que le budget annuel de l'État. Donc quand un président ou un ministre vient nous dire « Ah, il n'y a pas d'argent pour voter les mains », vous n'avez pas le Mamadou par exemple. Le Mamadou, il était là pendant longtemps, vous l'avez côtoyé, mais pourquoi personne n'en parle? Non, je ne l'ai pas côtoyé, j'ai toujours dénoncé. Non, je veux dire, vous avez travaillé. Moi, j'ai toujours dénoncé. Non, je n'ai pas travaillé avec lui, mais j'ai toujours dénoncé. Non, pas Amadou, le ministre des Finances. Oui, le ministre des Finances, bien sûr. Mais la question, moi, je veux te dire, malheureusement, on n'a pas inventé mieux que la démocratie représentative telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Admettons, la nature a horreur du vide. Si les meilleurs ne viennent pas faire la politique, les médiocres seront là. Peut-être que nous serons partie médiocre, mais on est là. Alors qu'on encourage les meilleurs dans ce cas-là et qu'ils fassent la politique. Moi, à mon niveau, j'essaie de conscientiser, parce que c'est pas vrai, la liberté ne se donne pas, elle se l'arrache. L'occasion d'arracher la liberté et l'espoir, c'est dans le scrutin. Je ne suis pas un putschiste. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'avec les armes, on peut révolutionner un pays. Il faut conscientiser le peuple. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un secteur, notamment, la JPEC, Jeunesse Comorienne, Jeunesse du PEC, et on fait un travail extraordinaire de conscientisation. Ils ont une université ambulante, ils vont dans le fin fond du pays pour expliquer notre philosophie. On fait ce qui est à notre pouvoir. Bon, maintenant, si dans les élections, le peuple, ce même peuple, fait un choix autre qu'il faut respecter, je suis de ceux qui pensent que le peuple est souverain et qu'il faut respecter ce choix. Mais on ne peut pas non plus indexer ce haut cadre qui est rentré, qui a été nommé avant même de travailler, parce qu'il a un ami ministre, ou un cousin, ou un oncle ministre. Donc il y a une responsabilité collective et qu'elle incombe à tout le monde, à tous les échelons, et on doit le dire. Et en tout état de cause, le vrai changement ne viendra pas d'ailleurs. Il nous appartiendra à nous de le faire. Alors qu'on fasse la révolution et que l'on incendie tout le pays et qu'on recommence à zéro, c'est peut-être une solution pour ceux qui pensent que tous ceux qui sont là sont mauvais. Je ne dis pas que tous ceux qui sont là sont bons. Non, je ne parle pas de vous. Hein, non, bien sûr, une dernière question, c'est juste une dernière question. Là, on a parlé un peu de la santé, et j'aimerais revenir sur l'éducation. Je pense que vous êtes professeur, ou vous êtes professeur toujours à l'université de Comores. À un moment, j'ai enseigné gratuitement. D'accord, ok, gratuitement, voilà. Quand est-ce qu'arrêterons-nous de sacrifier notre jeunesse? Écoutez, moi, ça fait 4 ans exactement que je dis ceci. On a créé une université, nous formons des jeunes et on leur donne un métier, mais on ne fait que former les chômeurs de demain. J'ai appelé de tous mes voeux des assises sur l'éducation et sur l'économie. Pourquoi? Quand on forme une personne, un jeune, c'est bien, mais quand on se prépare à lui donner un emploi à la clé après la formation, c'est encore mieux. Je dis que l'université aujourd'hui, tel qu'il a été conçu, il n'a fait que juste justifier politiquement qu'on a créé une structure, on forme des gens, mais c'est un crime que nous faisons. Parce que nous donnons l'impression que nous formons, mais c'est des gens qui seront peut-être formés, mais qui demain, ils n'auront pas à la clé un emploi. Je dis tout simplement, on doit revoir, on doit appeler des experts nationaux, je préfère. Moi, je me méfie de ces experts étrangers qui ne connaissent rien aux Comores et qui viennent avec des solutions déjà préfabriquées, nous les donner. Il faut appeler des experts comoriens qui viennent. Une question très simple qu'on doit répondre. L'avenir des Comores, qu'est-ce qu'on peut faire des Comores? Qu'est-ce que nous voulons faire des Comores demain? Quelle est la chance, quel est le rôle que les Comores peuvent jouer dans les 10, 15, 20, allez, 30 prochaines années? Dans l'environnement économique, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Comores aient une chance de s'en sortir? En fonction de la réponse qui sera donnée, est-ce l'économie maritime, comme je l'ai évoqué dans mon livre blanc, est-ce le tourisme, est-ce que, en fonction des réponses qui seront données par nos experts, capables de nous, enfin, en tout cas, d'apporter ces solutions, que l'on réadapte l'éducation supérieure à ces exigences économiques de demain. Parce que l'économie ne va jamais s'adapter à notre système d'éducation supérieure. On doit, nous, anticiper et former et dispenser une formation qui va s'adapter aux exigences économiques de demain, lesquelles il appartient aux spécialistes de le dire. Et moi, je ne fais que donner cette piste. Je dis, voilà, on doit maintenant, et nous avons des atouts. C'est un pays. Sambic, parce que là, vous avez une connexion avec Sambic, il n'y a pas longtemps. Est-ce que Sambic, où vous avez, ce que vous dites là, l'avez pensé, elle l'avait inclus dans votre programme pour l'année prochaine? Oui, bien sûr. Moi, j'ai ma vision à moi. Nous travaillons sur un programme définitif au niveau du PEC où on va essayer de chiffrer certaines choses. On va le reprendre avec la coalition, Djoua et les autres, naturellement. Ce que je dis là, je le dis, moi, depuis 5 ans, 6 ans, depuis que j'ai créé le parti PEC, je pose ces problématiques. Et je pense qu'on n'a pas, malheureusement, d'alternative. Il faut que l'on ait le courage de dire au peuple comorien que voilà la solution. Elle sera douloureuse, mais si on ne le fait pas, on est foutu. Maîtriser les dépenses publiques, rationaliser notre choix budgétaire, déflater, revenir à des ratios acceptables, créer les conditions pour que l'État puisse investir dans des secteurs créateurs de richesse, productifs, et en fonction de cela, on peut espérer que l'État draine une capacité de création de richesse dans le pays, et ce n'est que ainsi que l'État pourra faire face à ses obligations vitales dans le pays. Sinon, on est foutu. Merci.
Entre 200 et 400 000 Comoriens en France, à la place de la diaspora, c'est Anyanim Chaniaman qui présente le dossier diaspora. Anyanim Chaniaman, bonjour. Alors, que dire de cette diaspora? Bonjour Maître Fahmi. Bonjour. Alors, la loi pour le vote de la diaspora a été votée en 2006, hein, si mes renseignements sont bons. Il aura fallu attendre 9 ans pour lancer un chantier, je pense des chantiers, pour la mise en application. Alors ma première question, ça serait quel est le positionnement de PEC et quelle va être la contribution, votre contribution, pour la réalisation de ce projet? Peut-être. Je vais utiliser un mot qui est très à la mode. C'est les préliminaires. Je dirais, moi quand j'étais ministre, j'avais ordonné au ministère, et notamment la direction de la diaspora, d'engager d'abord des discussions avec des pays qui ont de l'expérience de la gestion justement de sa diaspora. Je ne dirais pas préliminaire, mais c'était un préalable. Un préalable. Ce préalable, pour moi, était important. Il faudrait d'abord que les Comoriens, on s'inspire de pays amis. Comment ont-ils pu gérer? Quels sont les moyens à mettre à la disposition? Et je pense qu'il eût été beaucoup plus judicieux de commencer par là. Comprendre d'abord comment on peut imaginer la gestion de cette diaspora. Et puis, je ne suis pas contre, je suis parfaitement d'accord. On avait travaillé cette gestion puisque je me rappelle des accords d'Aubervilliers. C'était dans cet objectif, pouvoir rassembler la diaspora autour d'une réflexion et du travail, enfin, travailler d'une manière au moins à se rassembler. Et ces accords n'ont jamais été mis en application, il n'y a jamais eu de travail de suivi qui a été fait. Je peux en parler puisque j'en faisais partie. Et j'étais là quand vous l'avez signé, avec les représentants des 3 îles indépendantes. Donc, autonomes. Oh. Des îles autonomes, elles sont pas indépendantes. Autonome, je parle indépendante, on pense à Mayotte. Et donc, moi, mon inquiétude, c'est est-ce qu'un jour on va arriver à se rassembler justement pour pouvoir faire du travail collectif? Il n'y a aucune raison que l'on ne réussisse pas, et vous avez rappelé à juste titre ce que nous avons commencé par faire. Je pense qu'il aurait été autrement plus judicieux si nos successeurs avaient, dès le départ, eu le courage de continuer Il me semble que ça a été continué. Oui, mais différemment, l'approche a été aussi différente, d'ailleurs ça n'a pas abouti. Ça a été continué 2 ans après avec El Arif, qui a repris un schéma différent et contesté par la communauté ici, et ça vient d'être repris par le ministre actuel de l'Intérieur. Personne ne s'y oppose. Maintenant, il faut y réfléchir sérieusement et se donner les moyens d'être certain que ce que nous allons mettre en chantier soit des plus efficaces pour les commandes. Et bien justement, dans quelles conditions ce projet est-il réalisable? Il faut commencer d'abord par un recensement, mais le recensement, il faudrait que l'on n'oublie pas que les Comoriens de l'étranger ne sont pas ceux uniquement qui sont en France. Nous avons des Comoriens qui sont aussi à Madagascar, dans d'autres pays où il y a une immigration assez importante, et qu'il faudrait se donner le temps de réellement recenser tous les Comoriens de l'étranger avant d'organiser le scrutin. Je vais être peut-être pessimiste, mais quand on voit que dans beaucoup de pays où il y a énormément d'étudiants, il n'y a pas de représentativité de l'État, comment est-ce qu'on peut procéder? On peut envoyer des brigades mobiles pour enrôler, on peut le penser. Mais très sincèrement, Agnès, un de vos prédécesseurs sur cette même table parlait de choses honteuses qui se produisent aujourd'hui à El Marouf. Pensez-vous sincèrement qu'aujourd'hui c'est une des grandes priorités pour les Comores d'organiser ce scrutin? Attention, je suis un militant, je pense qu'il faut le faire.
Mais pensez-vous que c'est la priorité? Est-ce que ce n'est pas non plus la poudre aux yeux? Maître, est-ce que vous pensez aux Comoriens qui vivent à l'étranger depuis 30 ans, 40 ans, qui n'ont jamais, parce qu'ils ne sont pas français, qui n'ont jamais, je parle d'ici où on vit, qui n'ont jamais voté, qui ne savent pas ce que c'est que des votes? Est-ce que vous pensez à ces gens-là aussi? La frustration, moi je suis une militante politique en France, donc je vois ce qu'on reproche aujourd'hui, en étant socialiste, ce que je reproche aujourd'hui aux non-applications de droit de vote aux étrangers. Donc je me dis, mes compatriotes comoriens qui vivent ici depuis des années, des décennies, qui n'ont jamais voté, ou qui ont voté peut-être voilà, au siècle dernier, vous pensez aussi à cette frustration? Oui, absolument, je pense. Et c'est d'autant que cette frustration est forte qu'il ne faut pas donner de faux espoirs. Il faut respecter aussi cette diaspora qui a suffisamment souffert et leur dire la vérité, leur dire qu'il est important. Nous sommes conscients que ces enjeux sont fondamentaux, mais il ne faut pas non plus susciter de l'espoir alors qu'on n'a pas les moyens d'aboutir immédiatement, notamment pour le soutien. On en aura un jour? Oui, j'ose espérer. C'est un débat qui est sur la table depuis le siècle, justement. Non, j'ose espérer que nous y arriverons et au moins la volonté des autorités actuelles, on ne peut pas leur enlever ça, c'est une très bonne chose qu'ils aient cette volonté. Je pense que vouloir faire participer la diaspora est une excellente chose, ce que vous dites là est pertinent, je suis entièrement d'accord. Mais j'ai aussi peur de susciter des espoirs qui ne seront pas satisfaits. Je pense que rien de plus dangereux que de susciter de l'espoir et qu'in fine, il venait à remarquer que c'était uniquement un discours politique. C'est extrêmement dangereux. Mais je dirais aussi que, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, à Niane, des femmes aujourd'hui meurent parce qu'il n'y a pas d'électricité alors qu'ils doivent se faire opérer par césarienne. Pensez-vous vraiment que les Comores, à l'état actuel, avons les moyens aujourd'hui d'organiser un scrutin dans quelques mois? Attention, ce n'est pas parce que je pose froidement le problème que je suis contre, non du tout, je suis un militant, mais j'ai un devoir de vérité aussi, on doit dire aux Comoriens, c'est une priorité, c'est une excellente chose, nous devrons œuvrer pour y arriver. On n'a pas d'alternative, mais aussi on doit tenir compte de peu de moyens que nous avons et de la manière dont le pays est géré et que, hélas, aujourd'hui, il y a des priorités. Donc, vous essayez de me dire, en fait, c'est une mesure aléatoire qui a été prise sans réflexion, enfin, c'est de la poudre qui a été jetée. Écoutez, je pense que je ne voudrais pas faire de procès d'intention. Je pense qu'il y a la volonté politique de le faire, mais je dis que c'est un peu précipité, tout simplement. Est-ce que, dans ma continuité, c'est quoi votre projet à vous, votre projet APEC, politique pour la diaspora? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faudrait se doter de moyens, notamment pour un recensement. Il se pose un sérieux problème au Comores. Lors du scrutin dernier, parce qu'on a voulu faire plaisir à une société amie, qui s'appelle Gemalto, on a fait un nouveau recensement en donnant 2 milliards, je dis bien 2 milliards de francs comoriens à une société étrangère française qui s'appelle Gemalto. Cet argent a été donné de manière opaque à des amis, parce que Gemalto, il y a eu des amis comoriens qu'on a voulu donner ce petit coup de main. Ils ont été enrôlés des Comoriens un peu partout. Si bien qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu enrôler la totalité de tous les Comoriens. Il y a des gens qui sont Comores aujourd'hui et qui n'ont pas pu participer au scrutin parce qu'ils n'étaient pas enrôlés. Mais la question qu'on se pose, pourquoi aller organiser cet enrôlement alors que les Comores, pays pauvres, avaient déjà à sa disposition une base de données biométriques? C'est hallucinant. Nous avons le ministère de l'Intérieur, qui est une banque de données qui est là, au lieu, justement, de se servir de cette base, puisque tous les Comoriens, écoutez bien, tous les Comoriens qui sont en France, binationaux ou seulement Comoriens, tous ont au moins un passeport français, donc enrôlés déjà. Il eût été beaucoup plus facile demain d'organiser un scrutin ici, en se basant sur une base biométrique, déjà existant avec des Comoriens déjà enrôlés. Alors le problème de recensement est résolu là-dessus? Non, il n'est pas résolu parce que le scrutin n'a pas eu lieu sur la base justement de cet enrôlement pour les Comoriens, ça a été fait, mais à la base d'une nouvelle. Vous parlez du passeport, vous prenez l'exemple du passeport. Si on sait déjà qui est Comorien et qui n'est pas Comorien à partir des passeports français, donc on n'a pas besoin de recensement. Non, Agnès, c'est pas tous les Comoriens qui sont Comores sont a priori Comoriens. Or, ils ont été recensés.
On ne peut pas organiser un scrutin sur la base de deux bases de données de biométriques différentes. On ne peut pas sur une élection nationale faire participer les gens. Ça se croise pourtant. Quand on fait des demandes de renseignement, on nous apprend, en tout cas les personnes Je vais vous dire la vérité, il faut avoir le courage de faire. Prendre et dire un mea culpa, qu'on s'est trompé en faisant cette nouvelle base de Geomato, qu'on la jette et qu'on reprenne celle existante. Oui, là, oui, mais il faut un mea culpa, il faut un courage politique, de dire qu'on a dépensé 2 milliards en donnant des amis et que nous avions déjà une base qui est là. Oui, il faut le faire. Oui, absolument. Là, oui, ce serait plus honnête de dire que, voilà, on s'est trompé, on a voulu faire plaisir à quelques amis, on fait un culpa, mais ça aurait été plus facile de prendre la base de l'existant. Ça nous ferait effectivement l'économie d'un nouvel recensement. Auront-ils le courage de le faire? Je doute. Pour finir ce dossier, pour que ce vote se réalise, on a compris qu'il y a des difficultés. Quelle est la proposition, la contribution de PEC pour que la mesure soit réalisée? Écoutez, moi je pense très sincèrement qu'il est pour les élections là à venir, même si il serait hautement souhaitable que la diaspora puisse participer au vote. Je vais vous dire pourquoi. Mais ce n'est pas parce que le vote des Comoriens de l'étranger m'intéresse qu'il faille verser dans un discours démagogique. Je préfère verser dans le discours pédagogique, qui est le suivant. Je sais que le vote des Comoriens d'ici m'intéresse. Pourquoi? Parce que nous parlions avec un de vos prédécesseurs qui était sur cette chaise, que effectivement il y a un vrai problème de corruption au Comores et que ceux qui participent au scrutin très souvent sont payés. Moi j'ai vu quand j'étais candidat à la députation, on a acheté même les cartes d'électeurs pour faire baisser mon score. J'ai vu des jeunes qui sont venus après, enfin s'excuser entre guillemets, mais en tout cas on a eu vent et j'ai eu la confirmation de cartes rachetées par des adversaires. Alors c'est que la corruption existe, on ne doit pas se voiler la face. Partout, surtout au Comores dans le scrutin. Parce que justement, les cartes n'étaient pas biométriques. Oui, à des proportions gardées. Je sais aussi que à Paris, à Marseille, tous les Comoriens de France, très sincèrement, seront des incorruptibles. Je ne vois pas comment un candidat comorien viendrait ici distribuer aux Comoriens d'ici 50 €. Mais ils s'en foutent. Vous qui êtes ici, vous en foutez des 50 €. Alors que les 50 €, c'est une fortune aux Comores aujourd'hui. Alors, le vote de la diaspora, elle m'intéresse, moi, parce qu'elle sera honnête, objective. Je sais que les gens ne voteront pas, les gens, parce qu'ils sont de la même région, de la même ville, mais il y aura un vote, mais vraiment serein, objectif, et un vote de salut. Ce vote-là m'intéresse et j'appelle à ce vote salutaire qui est extrêmement difficile de l'obtenir en Comores en l'état actuel des Comores. Parce qu'une classe politique comorienne actuelle s'en accommode avec grand plaisir l'appauvrissement du peuple parce que c'est comme ça qu'ils peuvent le tenir et prendre l'argent, son argent à lui et le distribuer. Prendre l'argent qui a été ristourné par Colas parce qu'on a donné un marché de 18 milliards, ça s'appelle d'offres alors que la loi impose, c'est cet argent-là justement qu'on va l'utiliser pour distribuer. Quand Mamadou ose répondre à un député à l'Assemblée nationale que la question de la citoyenneté économique, c'est un secret d'État. Voyons, c'est pas sérieux. Comment, depuis quand l'argent des finances publiques d'un pays peuvent être relevés du secret d'État? Voyez-vous, c'est avec cet argent-là, justement, qu'ils comptent racheter. Et ils réussiront parce qu'il y a une vulnérabilité. Revenons au peuple comorien de l'étranger, pas de France, de l'étranger. Voilà. Ils sont incorruptibles, en tout cas ceux qui sont en France, parce que les gens, les Comoriens d'ici, veulent participer. Ils ont longtemps... C'est pas des étudiants qui sont beaucoup plus nombreux ailleurs. Oui, mais très sincèrement, ils le sont, mais je ne suis pas certain. Aujourd'hui, qu'un étudiant au Maroc, au Sénégal, se laisserait acheter par 50... Je ne parlerai pas là-dessus, vu leurs conditions actuelles. Oui, ils auront l'intelligence au moins de prendre l'argent, mais voter ceux pour qui ils estiment pouvoir contribuer. C'est cette intelligence-là qui fait défaut peut-être chez nous. Je leur dis d'ailleurs très souvent à mes électeurs, prenez bon sang cet argent, c'est le vôtre, mais à l'urne, dans l'urne, votez pour la renaissance du pays. Je le dis. Alors, pour revenir, le vote des Comoriens de France et de l'étranger m'intéresse pour ce motif-là, parce qu'il est plus objectif, désintéressé et surtout incorruptible. Et là, c'est intéressant pour moi politique. Et je militerai. Mais c'est pas parce que j'ai besoin de ce vote que je dois encourager, vaille que vaille, mais vous n'avez toujours pas répondu à la question, comment vous allez œuvrer, comment vous allez, c'est quoi votre projet pour pouvoir participer à cette mise en place de cette loi? La volonté déjà établie maintenant, il faut se donner les moyens, prendre le temps, se fixer un calendrier. Je pense que les prochaines échéances, donc en 2021,
pourraient être des échéances, prendre le temps. Il faut qu'on arrête de faire la politique de la précipitation pour faire plaisir. Cette politique spectacle-là, on doit cesser, on doit agir dans la perspective, le moyen, le long terme. Il faut que l'on rentre avec cette politique du court terme. Mamadou et le ministre des Finances chez nous gèrent les Comores à court terme. L'argent qui rentre à la douane, il y a eu combien aujourd'hui, on peut payer, on ne peut pas payer. Mais non, un ministre de l'économie doit se projeter sur le long terme. La question de la diaspora, du vote de la diaspora comorienne. Aujourd'hui, vous, c'est 2021. Je propose une chose, c'est que l'on crée une commission mixte, parlementaire, pouvoir, opposition, diaspora, que l'on réfléchisse sérieusement. Et pour votre date, c'est 2021. Je n'ai pas de date, je dis tout simplement qu'il faudrait donner un calendrier acceptable, raisonnable, et pour qu'on puisse faire les choses le plus sérieusement du monde, parce que c'est une affaire extrêmement sérieuse. Si la diaspora a attendu 40 ans, elle peut attendre 4 ou 5 ans. Je dis, ce serait plus objectif, plus sérieux. Il faut qu'on arrête de vouloir faire plaisir dans la précipitation. C'est cette culture de la précipitation, de l'improvisation qui est dangereuse pour notre pays. J'en suis convaincu, Aniane. Osons dire au peuple comorien la vérité. Nous ne sommes pas plus cons que les autres. Je dirais même que nous sommes peut-être plus intelligents que les autres, mais il nous manque justement cette classe politique capable de déclencher ce déclic pour que les Comores enfin renaissent. Et moi j'y crois, sincèrement j'y crois. Je vous remercie. C'est moi. La politique planifiée, vous disiez, Fahmi, c'est maintenant place au projet BEIC avec Bladéo qui s'en occupe. Bonjour. Le projet PEC, c'est quoi pour vous? Alors, le projet PEC, d'abord, je voudrais féliciter monsieur le député d'avoir esquissé ce que je dirais un semblant de projet. Merci pour le compliment. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a un responsable politique. Non, mais j'aimais le semblant. Mais justement, je vais expliquer pourquoi je dis que c'est un semblant de projet. D'abord, vous commencez par des constats banals que tout citoyen comorien peut faire. Économie à terre, cohésion sociale mise à rude épreuve, malgouvernance, l'argent roi, unité nationale à rude épreuve, instabilité politique institutionnelle. Je pense que tout citoyen peut faire ce constat. Et ensuite, parce que je ne peux pas développer tout votre projet, dans l'axe 1, vous rentrez dans le développement économique. Vous dites que vous voulez baser le développement des Comores sur ses atouts. Et là-dessus, je suis bien d'accord. C'est-à-dire tout ce qui relève de la mer, donc la pêche, la nature, la situation géographique, bref, une économie maritime, de tourisme et de transit. Et ensuite, dans les engagements 1, 2, 4, 5, 6, 7, ici, vous développez votre volonté de vous appuyer sur nos atouts, et ensuite, vous expliquez que vous projetez de créer des écoles. D'accord? Vous avez une grande école de métiers de la mer, une grande école des métiers du tourisme, un institut comorien des huiles essentielles, ériger les infrastructures commerce. Et tout ça, je lis, c'est bien plaisant tout ça. Mais à la fin, je me demande comment vous allez financer tout ça. Et le seul financement que j'ai trouvé dans votre projet, c'est une taxe sur l'importation du riz, une taxe sur les exportations des produits de rente. Je me dis, est-ce que vous pensez que c'est juste avec ces petites taxes sur ces importations qu'on va pouvoir financer toutes ces initiatives que vous mettez en place? Est-ce que vous ne craignez pas de tomber dans les fausses promesses qu'ont votre acolyte, M. Sambi, avec son projet d'habitat dont on ne sait pas comment il allait le financer? Est-ce que vous n'êtes pas là dans la politique politicienne qui est juste là à promettre aux citoyens pour attirer des voix? Voilà. Écoutez, je pense que je ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. D'abord, je vous remercie pour le compliment, puisque vous avez noté et relevé que nous sommes les seuls à avoir fait ce semblant de projet. Mais en tout cas, on l'a fait. On y a cru. Il faut qu'il soit crédible. Oui, on a dit aussi que c'était une première monture sur la vision, des grandes lignes. On l'avait dit, mais on ne l'a pas écrit sur ce projet, qu'effectivement, nous pensons sortir un livre, programme, cette fois-ci, où on va chiffrer. Mais surtout,
Dans ce livre, nous allons aborder la question de la réforme structurelle de l'État. Parce qu'on a fini par comprendre une chose. On ne peut pas mettre en œuvre une politique donnée sans d'abord restructurer l'État et créer les conditions de l'émergence d'une économie capable de créer de richesse. Parce que nous pensons que c'est en enrichissant des gens, c'est en créant de richesses que l'on va pouvoir faire des rentrées fiscales. Autrement dit, on ne peut pas concevoir qu'un État puisse être riche avec une population pauvre. Et la population, pour qu'elle puisse s'enrichir, il faut que l'État aussi accepte d'apporter des vraies solutions. Est-ce que la population va accepter que ces réformes soient apportées? Là, c'est le pari. Parce que les gens n'aiment pas forcément des réformes, mais on va le sortir dans un livre, on va les énumérer. Parmi ces réformes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ramener à des proportions acceptables, à 50% de dépenses publiques consacrées à la masse salariale. Ça va faire peur à beaucoup de nos fonctionnaires. Je perdrai certainement beaucoup d'électeurs, mais je pense que c'est la vérité. Justement, j'avais une question là-dessus, c'est que vous dites qu'il faut que la population s'enrichisse. Est-ce que vous pensez que dans notre culture, nous avons les habitudes d'enrichissement pour embaucher des gens, c'est-à-dire de création d'entreprises? Est-ce que nous ne sommes pas plus dans l'amusement? Je pense que vous voyez en quoi je fais référence, parce que le peu qu'on économise dans nos foyers, on le dépense dans l'amusement. Est-ce que vous ne croyez pas que le législateur devrait intervenir là-dessus pour que la population arrête de s'amuser, mais travaille pour créer un peu plus de richesse? Si, je suis entièrement d'accord, le législateur doit réguler la société, mais sans non plus tomber dans le versant de vouloir tout contrôler. Je pense que si un individu veut s'appauvrir, il peut s'appauvrir. Mais l'État, quand je parle de capacité à générer de richesse, je fais confiance aux Comoriens. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de jeunes cadres de la trentaine, quarantaine, qui est prête aujourd'hui à s'investir dans des domaines créateurs de richesse dans le pays, mais il fait défaut l'absence de volonté politique. Moi, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont venus avec leurs propres moyens, mais ils sont heurtés d'abord. Pas le cadre légal existe aujourd'hui, mais la volonté politique. Quand ces jeunes arrivent, ils veulent investir, mais ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas aidés, ils ne sont pas orientés, sincèrement, ils se découragent très vite et ils repartent, et finissent par repartir. Je pense qu'il faudrait que l'État, à travers une loi de finances claire, créer les conditions pour l'implantation, mais d'abord, il faut résoudre une question majeure, puisque quand on parle de création de richesse, on ne peut pas un seul instant penser de transformer, créer de richesse sans résoudre la question énergétique. Parce qu'aujourd'hui, sans énergie, on ne peut pas transformer. Pour qu'il y ait émergence d'une petite industrie manufacturière dans le pays, parce que seule dans l'industrie manufacturière, à côté naturellement du tourisme, peut créer des emplois. Nous pouvons aujourd'hui créer de la richesse locale, mais à condition que la question de l'énergie soit résolue. Comment peut-on comprendre qu'un pays comme le nôtre, tropical, où il y a des fruits pendant toute l'année, où il y a des papayes toute l'année, où il y a des mangues quasiment 9 mois sur 12, où il y a mais vraiment des goyaves, qu'aujourd'hui, l'on importe des jus de fruits de Dubaï pour consommer dans nos grands mariages à Moroni. Voyez-vous, il y a un sérieux problème qui se pose. Nous avons toutes les conditions. Il nous manque aujourd'hui d'abord d'énergie et aussi un cadre politique qui favorise l'émergence de l'installation et l'émergence de cette industrie. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, avec tous ces atouts qu'on a qu'il faudrait il faudrait les exploiter, mais encore une fois, je reviens, et d'ailleurs vous le dites dans votre préface, que ce projet ne comporte, alors je cite, le présent livre n'aborde pas la question du financement du projet. Donc je pense que déjà, faire un projet sans financement, je ne sais pas si vous avez déjà sorti le financement, vous avez déjà sorti le projet. Non, ça sera dans le livre programme. Au fait, l'idée qui était peut-être mauvaise, pardonnez-moi, c'était dans un premier temps, donner des orientations. Peut-être que la démarche était mauvaise, peut-être, je ne sais pas. Nous, on a voulu donner d'abord des orientations, puis après, donner un livre avec les financements. J'attends avec impatience ce Vous l'aurez. Donc, alors, on va venir sur l'axe 5 et l'axe 7. Vous dites faire de la sécurité une valeur sûre, de la justice, et de la justice un refuge du citoyen. Donc, un État impartial. Voilà. Donc, sur le côté justice, vous dites par exemple mettre fin aux nominations des magistrats pour le pouvoir exécutif,
Je suis d'accord. Gérer des postes de juges d'application, créer des postes de juges d'application des peines. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de jugements, mais ce n'est pas aux juges d'aller les appliquer. Il faut faire en sorte qu'ils soient appliqués en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de jugements qui ne sont pas effectifs aujourd'hui. Il y a dans d'autres institutions, à l'instar du droit français, il y a ce qu'on appelle le JAM, le juge d'application des peines. Donc, non, mais c'est pour vous dire que je suis d'accord avec cette démarche. Et pour la gestion des deniers publics, vous dites qu'il faut bâtir et renforcer les structures de contrôle, comme la Cour de compte, avec des rapports qui seront publics. Et vous dites aussi bâtir encore des institutions. Et moi je me dis, est-ce que le problème est structurel? Parce qu'aujourd'hui on a la Cour pour la corruption, je pense, je ne sais plus comment elle s'appelle déjà, la structure. Voilà. Est-ce que le problème est du point de vue structurel ou culturel? C'est-à-dire que... Les deux à la fois. Voilà, j'ai envie de dire là que avant qu'il y ait corrupteur, il y a corrompu. Et donc, est-ce que ce n'est pas typiquement, comment dire, culturel de notre population? Et quelle est votre solution si vous faites ce constat que le problème relève aussi de la culture? Quelle est votre solution là-dessus? Je ne suis pas certain qu'il faille penser que le peuple comorien est destiné à être corrompu. Avant l'indépendance, je pense que c'était un peuple digne, où les sanctions bien appropriées, notamment sociales, étaient appliquées et dissuadées plus d'un. Je pense que les gens étaient honnêtes aux Comores et se comportaient avec la plus grande dignité, et que tout ce qui se passe actuellement dans notre pays n'existait pas il y a 50 ans. Il faut maintenant déceler les causes. Les causes, d'abord, vous parlez pas de corrupteurs sans corrompus. L'inverse est aussi vrai. Je ne suis pas certain qu'il puisse y avoir de corrompus sans corrupteurs. Donc maintenant, savoir lequel a commencé, est-ce le coq ou la poule ou l'œuf, c'est une question qu'il faudrait peut-être apporter une réponse. Mais maintenant, le constat est là. Il y a aujourd'hui corruption dans le pays. Il faut apporter de voilà. Et deuxième question sur la... Alors, à propos de la corruption, nous avons proposé, par exemple, un parquet pour la lutte contre la corruption. Justement, c'est le 56e engagement. Voilà. On dit mettre en place un parquet spécial anticorruption chargé de faire des investigations et des poursuites contre ceux qui détournent l'argent public. Qu'est-ce qui nous dit que ceux-là ne seront pas corrompus? Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être il faudrait penser à une élection pour qu'ils puissent, à travers leur action, prétendre un renouvellement de leur poste? Parce que si on nomme, c'est ce que je disais, est-ce que c'est structurel? Si on continue à faire à mettre en place des structures, je ne pense pas que ça soit la solution des structures. Il y en a plein, les structures. Mais j'ai parlé aussi d'élections de magistrats au début, qui donnerait une indépendance aux magistrats. Mais les magistrats indépendants aussi, ça fait partie, pas le parquet peut-être, mais le parquet, on peut envisager pourquoi créer cette commission aujourd'hui, et surtout des notables qui sont là, qui n'ont pas la formation appropriée, et ne pas laisser à la justice faire son travail. Mais à une condition. Donc c'est juste un problème de compétence. C'est pas un problème d'éthique. Pas seulement de compétences. Je pense que tout dépend des magistrats. Il faut choisir les bons. Comme dans tous les cours de métier, aujourd'hui nous avons des médecins aussi qui se comportent en commerçants. Je ne dis pas tous les médecins, mais une grande partie aujourd'hui de médecins au Comores se comportent en commerçants. Je ne peux pas comprendre qu'un médecin refuse d'opérer d'une césarienne une femme parce qu'il n'a pas payé. Moi, je refuse cela, je ne peux pas l'accepter. Et je dis, dans tous les métiers, aussi bien la justice que médecine ou ailleurs, la corruption a gangréné le pays. Il faut un chef d'orchestre, une orchestre qui va être capable aujourd'hui d'impulser un dynamique nouveau et une renaissance. Pour terminer la question que vous avez posée, je ne suis pas certain qu'il faille aujourd'hui indexer la culture comorienne. Je pense que l'appauvrissement économique du pays a créé le terroir pour une prolifération de ce microbe. Vous savez, c'est dans la saleté que les microbes prolifèrent. Et je pense qu'il faut apporter des vraies solutions structurelles et qui doivent commencer par le début. J'ai parlé tout à l'heure d'un bureau de la transparence. Je suis d'avis aujourd'hui qu'il faut créer des conditions d'une transparence absolue. Il faut être zélé dans la transparence. Il faut qu'aujourd'hui, tout ce qui est dépensé par l'État soit connu. Toutes les rémunérations, tout ce qui est dépensé par l'État, que ça soit accessible à tous les Comoriens. Je pense que le défi majeur dans les années à venir, c'est la transparence d'abord. Merci. Pour finir, avec votre ami, un mot sur le match TCS contre TPS. La conférence de presse du ministre de l'Intérieur contre celle de la coalition de l'opposition. En deux mots, quelle est votre analyse et se focaliser sur une candidature
de Sambi ou pas, n'est-ce pas éviter de parler des préoccupations principales des Comoriens? Sincèrement, j'ai suivi la conférence de presse de mon ami Msaïdié. J'ai connu un Msaïdié beaucoup plus pertinent. Je regrette que le ministre de l'Intérieur ait versé dans cette intonation. Et, je regrette, je pense qu'il aurait pu défendre ses positions, défendre ses convictions sans cette approche-là. J'ai connu Msaïdié dans d'autres jours meilleurs et je le regrette parce que c'est un ami. Voilà, bon maintenant, le tout sauf Sambi, je le regrette profondément. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se substituer à la Cour. Il n'appartient pas à l'exécutif, porte-parole de surcroît du gouvernement, de tenir ses propos. Je pense qu'il appartient à la Cour. On ne peut pas empêcher qui que ce soit de déposer sa candidature. Même un malgache qui a Moroni a le droit d'aller déposer sa candidature. Il appartiendra à la Cour de dire non, votre candidature n'est pas recevable parce que vous êtes malgache, vous n'êtes pas comorien. Et seule la Cour constitutionnelle est apte à examiner la recevabilité ou pas d'une candidature. Est-ce que vous allez vous abstenir de toute critique si la Cour rejette la candidature de M. Sambi? Vous n'allez pas crier à la corruption de la Cour, par exemple? Écoutez, ça ne peut pas toujours être un notre faveur. J'ai toujours dit que personnellement, j'ai toujours été respectueux des décisions de justice, mais rien aujourd'hui, en l'état actuel du droit, il y a l'interprétation objective de l'article 13, ne peut faire penser d'une velléité que demain la Cour puisse rejeter la candidature. Autrement dit, il faut qu'il accepte pour que ça je soit ne dis une bonne pas, décision. je n'ai pas utilisé l'obligation, je donne l'interprétation à moi, je dis rien aujourd'hui ne laisse penser objectivement que les éléments de droit existants, qu'aujourd'hui la Cour puisse venir dire que cette candidature n'est pas recevable. Très sincèrement. Maintenant, je dis que dans un pays, il y a la séparation des pouvoirs et qu'il ne faut ni a priori ni a posteriori porter de jugement. Il faut laisser la Cour faire son travail et ne pas se substituer à elle. Et je dis que je suis personnellement attaché à l'unité de mon pays, je suis attaché à la nation, à la notion de nation, et que je ne pense pas que mettre en exergue l'insularité comme base de ceux qui veulent militer pour l'union, pour la nation, puisse être une bonne démarche, parce que tout simplement, l'insularité est l'opposé de la notion de nation. Peut-être que certains n'ont pas intérêt à ce que la nation existe et que la nation prime sur l'insularité, et que j'ai entendu certains m'accuser. Et je dis, écoutez, je suis honoré parce que je n'ai jamais été militant d'une île insulaire, mais j'ai toujours été militant de notre État. Et d'ailleurs, est-ce que de la même façon vous condamnez les propos de Dawan quand il parle du ministre de l'Intérieur? Écoutez, tout excès naturellement est regrettable, mais Barwan aujourd'hui n'est pas ministre, c'est la différence, il ne fait pas partie du gouvernement et il n'est pas porte-parole du gouvernement. Et un gouvernement gère les affaires d'un pays et que un homme politique qui est dans son bureau avec des partis politiques qui portent un jugement sur les positions ou riposte sur les déclarations d'un ministre, c'est complètement différent des propos tenus par un ministre d'un État et de surcroît porte-parole du gouvernement. Toute la différence est là. Monsieur le ministre Fabrice Ibrahim, chers intervenants, nous vous remercions de votre participation, espérant que d'autres hommes politiques et femmes politiques et d'autres citoyens répondront à nos invitations pour mieux informer nos concitoyens. C'était l'œil de la 5e île. C'était l'œil de la 5e île avec Gadi Lachraf à la réalisation, à vous Célia pour Radio du Taweb et Djabou Bakari pour la présentation. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec d'autres hommes politiques qui sont déjà là. Je vous remercie.